Salut et bienvenue dans les vieilles branches. Moi c'est Vincent et toutes les 2 semaines, avec l'ami Teddy, on démystifie sans vergogne l'univers du cigare. Cette semaine, Teddy va nous raconter une histoire suivie d'une anecdote d'un confrère. Épisode 4. Le Napoléon. Salut les petits loups et les vieilles branches, moi c'est Vincent et je suis avec le fief et gredin Teddy Péco. Salut Teddy. Salut, bonjour à tous. Comment ça va Teddy aujourd'hui ? Très bien. Allez, cool. Eh bien aujourd'hui, un 4e épisode. D'abord, un petit merci, vous avez été vachement nombreux à nous suivre sur les 3 premiers qu'on a lancés il y a 2 semaines et ça nous a fait super plaisir d'avoir vos retours, donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, on s'abonne à la chaîne YouTube, on met la cloche, on met des likes, on met des machins, on fait tout le petit truc de youtubeur classique. Et puis, évidemment, le podcast, il se trouve sur Deezer, Spotify, et depuis le dernier épisode, il se trouve aussi sur iTunes. Alors, aujourd'hui, Teddy, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit épisode où on va parler des anecdotes, un petit truc un peu plus tranquille, ça va être un peu moins technique que les derniers épisodes qu'on a fait. Exactement. Et pour ça, on est accompagné de 2 cigares. On va pas fumer le même cigare cette fois. On va changer un petit peu. On va changer un peu. Et on est accompagné donc d'une marque qui est assez appréciée, une marque du Nouveau Monde qui est assez appréciée, c'est la marque Oliva. Alors toi tu fumes le Oliva série O, le module Toro, c'est donc un cigare qui fait 50 de CEPO pour 5 pouces, donc 5 pouces ça fait quelque chose comme 140 mm, un truc comme ça, je sais, on n'a pas fait les calculs exacts, vous multipliez par 2,54. Et moi je fume le Oliva série V double Toro, c'est un 6x60. Alors attention là par contre, c'est pas la série V Melanio, c'est la série V standard, et c'est pas la série V Maduro, c'est la série V normale. Bon, ce qu'ils appellent la Liga Especial. Voilà, sur la bague, effectivement, c'est marqué Liga Especial. Et pour ces 2 cigares, c'est une cape de l'Équateur et une sous-cape et une cape du Nicaragua. Et d'ailleurs, c'est une marque où je garde en partie un bon souvenir. J'avais découvert le série O, c'était à Paris, à Antony exactement. Ouais. Je sais pas si vous connaissez J'ai du bon tabac, tenu par Patrice. J'avais fait une soirée Oliva là-haut avec le commercial. Et j'avais découvert d'ailleurs le Serio qui était assez agréable pour moi. Après bon, j'avais essayé un cigare plus puissant qui était le Melanio. Là, j'étais jeune fumeur, c'était très compliqué. Mais c'est une marque qui est très bien appréciée par beaucoup. Ouais, et alors si vous le saviez pas, Oliva c'est la même marque, enfin c'est la marque qui fabrique aussi les cigares Nub. Et tu me disais qu'en France c'est distribué par les mêmes personnes que la Flore Dominicana. Alors moi sur ce double Toro là, à Cru, la cape elle avait une forte senteur, je t'ai fait sentir Teddy, ça sentait vraiment l'écurie, l'animal, le suin, c'était vraiment des odeurs extrêmement fortes animales. C'est très agréable. Très agréable, ouais, une super odeur. Alors il était dans son cellophane, ce qui lui a permis d'être bien dans son jus. Et là aujourd'hui à l'allumage, le tirage est... moi ça me convient, c'est assez serré, mais c'est un cigare qui est vachement rempli par rapport au tien. Là on a comparé tout à l'heure avant d'allumer et c'est vrai que le tien est beaucoup moins rempli. Le mien est beaucoup moins rempli, donc du fait il a un tirage beaucoup plus aéré. Mais le série O que je suis en train de fumer, c'est un cigare que j'ai apprécié dès le début, avec des saveurs que je retrouve pas ailleurs, que je retrouve pas chez les Cubains, des saveurs de champignons. C'est assez surprenant, de champignons, de sous-bois, et c'est un cigare qui est extrêmement goûteux. J'aime beaucoup, par contre une puissance maîtrisée. Et moi de mon côté j'ai une puissance qui est un peu plus soutenue, mais ça reste quand même sur du 3,5, quelque chose comme ça. Et là sur les premières bouffées j'ai un goût de tabac qui est super bon, avec sur la rétro-olfaction plein d'épices, du boisé, c'est vraiment super cool pour l'instant. Et alors un truc qu'on peut préciser, parce que ça nous a intrigué quand on a fait nos petites recherches sur alors on le savait déjà, mais ça nous a quand même renforcé dans cette idée-là, c'est que on a pu parler dans les derniers épisodes des Vitol de galère, c'est-à-dire ces noms extrêmement précis que les Cubains donnent aux modules, aux dimensions et aux CEPO, mais c'est pas du tout le cas pour les cigares du Nouveau Monde. Alors par exemple, moi je fume le double Toro, donc on dit double, là a priori c'est parce qu'il a un CEPO de 60 à la place de 50, mais il fait aussi 6 pouces au lieu de 5. Et toi, tu fumes un Toro, qui est un 5x50, mais si tu vas dans le catalogue des autres marques, Davidoff Nicaragua, par exemple, on a regardé, le Toro, il fait plus 5x50. Mais oui, c'est ça qui est assez incroyable, on s'y perd. Donc on s'y perd vite, donc du côté cubain, vous pouvez retenir que on a ces
modules qui permettent de savoir exactement le format et la longueur et puis le CEPO. Qui sont identiques aux 27 marques cubaines. Exactement. Qui sont proposées par la Coprova. Et par contre, du côté des non cubains, il y a quoi s'y perdre. On sait jamais. Hein. Alors bon. Ouais, et franchement, quand vous avez des débutants qui veulent s'informer, il y a quoi être un peu perdu. Hein. C'est vrai. Donc pas attention. Évident. Sur les cubains, apprenez ce que c'est que les vitolles de galère. On fera sûrement d'ailleurs un épisode dessus un jour pour bien expliquer tout ça. Et puis sur les non cubains, bon, fiez-vous au format visuel plutôt qu'aux dimensions et à ces noms de modules. Alors aujourd'hui, Teddy, tu vas nous raconter une petite anecdote de ta part, mais avant ça, d'abord après cette anecdote-là, on aura aussi une anecdote de confrère. Eh oui. Et on en profite pour vous dire que ça c'est un format qu'on aimerait bien garder, de vraiment faire un lien entre vous et nous. Et si vous avez des anecdotes qui sont un peu croustillantes autour du monde du cigare, si vous avez des trucs marrants qui vous sont arrivés, si vous avez été initié d'une façon un peu marrante et que vous arrivez à écrire ça dans un texte qui fait à peu près 1 ou 2 minutes, bah vous pouvez nous les envoyer, on se fera un plaisir de soit faire des petits épisodes où on parlera que de ça, soit de les mettre à la fin des épisodes comme on va faire là. En tout cas aujourd'hui Teddy, c'est à toi l'honneur finalement, c'est surtout toi qui vas parler, moi je vais être là plutôt pour faire de l'animation. D'accord. Et tu vas nous parler d'une anecdote, enfin d'une histoire qui t'est arrivée en fait. Oui, tout à fait. Je vais parler d'une histoire par rapport à une civette qui se trouve à Tours, le Napoléon. Pourquoi ? Parce que on en discute souvent entre confrères sur les différents groupes. Il y a énormément de civettes où malheureusement les patrons ne sont pas trop concernés par l'entretien de leur cave, le choix qu'il peut y avoir dedans. Et on est beaucoup à se plaindre, il y a trop d'humidité, il n'y a pas de choix, il y a de la flore. C'est mal tenu. C'est très mal tenu. Et je me rends compte aujourd'hui, avec pas mal de recul, qu'ils sont beaucoup aussi à demander indirectement, pourquoi pas un peu d'aide. Et moi, c'est le cas, quand j'ai commencé à fumer, j'ai fait le tour de quelques civettes à Tours, parce qu'il doit y en avoir 4 ou 5. Et puis, je suis tombé un jour sur celle du Napoléon, tenue par Laurent. Et quand je suis arrivé, il y avait 2 caves Adorini Roma, qui étaient avec une hygrométrie à 80%, des cigares qui étaient donc très, 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 très humides. Mais ce qui m'a frappé, dans un premier temps, c'est le côté souriant et agréable du patron. Ouais, alors... Je t'arrête là tout de suite, peut-être pour donner un peu plus de contexte. On a en gros 2 civettes à Tours qui sont bien tenues aujourd'hui. Tout à fait. Une qui s'appelle le Havane, comme beaucoup de civettes en France, et puis une qui s'appelle le Napoléon. Et à l'époque où en fait toi t'as commencé à interagir avec le Napoléon, il y avait que le Havane en fait qui proposait une sélection avec, je sais pas, peut-être une centaine de références, quelque chose comme ça. Donc moi j'allais déjà au Napoléon en me disant là je sais qu'ils vendent des cigares, mais j'étais toujours déçu parce que c'est ce que tu viens de dire, le choix de référence était un peu bancal, on savait pas exactement ce qu'on allait y trouver, on savait pas trop dans quel état on allait y trouver. Et puis l'équipe qui n'y connaissait strictement rien, ils étaient pas formés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le Napoléon, le patron, avait racheté ce tabac et il l'a donc transféré en face pour s'agrandir. C'était le premier point. Donc je me suis déplacé, j'étais en train d'écrire le livre, et puis donc j'étais accueilli par le patron, coup de bol, très sympa, vraiment souriant, agréable, et il me dit directement, par contre, monsieur, je n'y connais rien. Donc j'ai apprécié finalement ce côté honnête. Authentique, ouais, il est complètement honnête. Ça m'a vraiment apprécié, et puis je sais pas, ça m'a marqué quand même. Et puis les jours sont passés, après avoir acheté quelques cigares chez lui, et j'ai envoyé 1 mail, 2 mails, 3 mails, première réponse d'une de ses salariés, Perrine, qui gère une grande partie du magasin. Et puis c'est arrivé jusqu'au jour où il me dit venez me voir monsieur. Donc il m'a accueilli dans son bureau. Dans son bureau, ouais. Et puis j'ai pu commencer à discuter avec lui. Et toi dans ces mails, qu'est-ce que tu lui avais dit en fait? Quel était le contenu? Et je voulais en fait, comme je voyais que c'était quelqu'un de souriant et ce que j'appréciais son honnêteté, je me suis dit je lui ferais bien apparaître dans le livre. C'était l'idée de départ. Et puis en discutant avec lui après dans son bureau, on a commencé, je sais pas, le courant est passé. Tout de suite, on était un peu le même genre de personne. Cool. Ouais, vraiment tout de suite, il y a eu une sorte d'amitié. D'alchimie, d'alchimie, qui s'est installée très rapidement. Et puis, j'ai proposé mes services à mon niveau. Hein. Je dis, écoutez, il était ouvert aux critiques. Je lui dis, vos 2 Cavadorini, ils sont très mal gérés au niveau de l'humidité, au niveau de la façon que c'est placé pour attirer le client, dans les choix, peu de choix. Et puis, il m'a proposé de l'aider. Cool. Et ouais, donc c'est parti de là, donc on s'est aidés mutuellement, mais vraiment dans le plaisir de rendre service.
Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas compliqué, il a acheté 2 caves réfrigérées, directement, de chez Cigar Time. Je sais qu'il y a un commercial. Alors c'est des caves qui sont sur mesure, c'est ça? Caves sur mesure, réfrigérées, on peut faire aussi bien en climatisation qu'en chauffage. Ok. Et on peut aussi directement régler l'hygrométrie. Ouais. Et ça, c'est des caves qui coûtent plusieurs milliers d'euros par cave, hein, c'est ça? C'est 12 000 euros par cave. Ah ouais. Bon, okay. Après, c'est des caves exceptionnelles. Ouais, sur de toute très belle qualité. C'est vrai qu'elles sont très belles. Donc le patron, c'est un homme d'affaires avant tout, donc il était au courant de savoir qu'acheter pour 24 millions d'euros de cave, l'amortissement elle est très long. Mais lui, ce qu'il voyait surtout, c'est continuer à avoir un tabac, une civette de qualité, l'améliorer. Et voilà, donc là j'ai compris tout de suite, c'est quelqu'un qui voulait aussi faire plaisir à sa clientèle et avoir de plus en plus de monde. Ouais. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à mettre ensemble avec d'autres salariés à monter ces 2 caves. Et après, de s'occuper de toute la référence de cubains et non de cubains. L'approvisionnement aussi, voilà. Du choix des références, du contact avec les commerciaux. Oui, parce qu'il y avait tout à faire. Donc, tout à refaire. Donc comment tu t'y prends? C'est-à-dire que tu arrives dans une cave où il y a peut-être... je sais pas moi, il y a des D4, il y a des Millefleurs, il y a 1 ou 2 Cohiba là qui sont là trop humides, et puis il y a aussi des marques du Nouveau Monde, je sais pas, des marques de... Il y a Selva par exemple, Compaille, Davidoff. Comment tu t'y prends quand t'arrives là-dedans? Parce que c'est des questions que les gens se posent aussi, hein. Ce que j'ai dit moi... pour dire où est-ce qu'on va, dans quelle direction on va? Ce que j'ai dit au patron, idéalement, si tu veux perdurer dans le temps et améliorer ton chiffre d'affaires, mais aussi fidéliser une nouvelle clientèle. Il faut idéalement une armoire pour les Cubains et une armoire pour le reste du monde. Ce qu'on conseille aussi aux amateurs chez eux, d'avoir une cave si c'est possible, pour les Cubains, pour les non-Cubains, on en a parlé. Oui, parce que je lui ai expliqué que dans ce milieu-là, donc on a beaucoup discuté, et je lui ai dit qu'un client il arrive, s'il voit que les Cubains sont mélangés avec les autres terroirs, que le taux d'immobilité est pas bon, tu perds un client. Ouais. Et moi le premier, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a un endroit où ça va pas, on n'a pas trop envie d'y retourner. Hein. Donc j'ai commencé à revoir tout avec lui. Donc on a mis une cave, donc, comme je disais, pour les Cubains. Et là j'ai commencé à gérer avec lui, avec les commerciaux et donc la Coprova, la référence, un maximum de références. Bénévolement, oui, t'as pas été rémunéré pour ça. C'était un plaisir, hein. C'est vraiment un plaisir. Je venais de débuter dans le cigare et donc j'avais qu'une envie, c'est d'en connaître un peu plus. Parce que plus je l'aidais, plus j'en apprenais en même temps. C'était vraiment génial. Ouais. Puis je rencontrais les commerciaux, c'était assez sympa aussi. Et donc l'idée c'était de proposer des cigares cubains, mais ceux qui se vendaient le mieux, des basiques, comme le Partacas D4, Épicure numéro 2. Ouais. Voilà. Parce que l'idée, il fallait aussi le mettre à sa place. Lui, il voulait pas spécialement savoir des cigares très très chers, mais des cigares qui se vendent. Bah oui, ça lui sert à rien d'avoir des... On le redit, hein, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des références un peu pointues, des fois dans des caves de province notamment. À Paris, c'est facile, il y a beaucoup d'endroits qui sont très bien tenus. Mais dans les caves de province, c'est quelquefois difficile d'aller trouver des références un peu pointues. Et les mecs, si le mec il arrive à en vendre que 1 tous les 3 mois, bah lui il a son stock à gérer, il faut qu'il fasse de l'argent aussi. Bah voilà. Donc il avait déjà quelques clients, mais surtout en Davidoff, quasiment que ça. Et puis l'idée c'est d'y aller à tatillon. Donc on a commencé par prendre encore une fois que ce soit dans les autres terroirs ou cubains, de prendre des marques qui se vendaient le mieux. Donc à chaque fois, dès qu'il y avait un commercial qui le contactait, il m'appelait en direct pour faire le choix de tel ou tel module, avec les connaissances que j'avais, mais heureusement avec l'aide aussi des groupes cigares que je suivais, puisque moi je suis un peu maniaque, j'écris tout. Hein. Oui, et puis tu voyais aussi ce que les gens appréciaient, voilà. ce qui plaisait, ce qui plaisait pas, et pour quelles raisons, donc ça te permettait aussi d'orienter l'analyse du marché. J'avais un visuel direct de ce qui se vendait, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui était recherché. Donc ça l'a énormément aidé, et très rapidement, mais vraiment très très rapidement, en quelques mois, le stock il partait très vite. Ça a commencé à marcher. Ah oui, ça a commencé à marcher. Au départ, c'est toujours des ventes à l'unité, de quelques cigares. Il a commencé à avoir des nouveaux clients, mais aussi des clients qui revenaient régulièrement. Ouais, dont j'ai fait partie du coup, dont on se connaissait pas à l'époque et dont j'ai fait partie, moi aussi. Voilà. C'est vrai que j'allais pas au Napoléon, et puis quand j'ai vu que la sélection s'était améliorée, c'est con, mais... c'est ça. Mais j'y suis retourné, quoi. Ouais. Et puis après, au bout de 6 mois, là, il y a eu vraiment l'explosion en termes de vente. Ouais. Et puis on a commencé à aller chercher des cigares vraiment... L'idée c'était de pouvoir récupérer, ou en tout cas faire connaître Napoléon avec des cigares par contre un peu plus difficiles à trouver. Les cigares, comme j'ai une bêtise, on a acheté des Opus X, parce que les Opus X on ne trouve pas partout. Voilà, donc on a commencé à toucher à ça, après des Cohiba Genios, etc. Donc des choses qui sont un peu plus chères, des cigares de 20, 30 jusqu'à 60 euros. Un peu plus pointus aussi, voilà. C'est ça. Et quand on a vu que là aussi ça fonctionnait, et que les cigares partaient,
Ça s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu du temps. Évidemment, ouais. Et ça a fonctionné très rapidement. Hein. J'étais le premier surpris, il m'appelait à chaque fois pour me dire bah, tiens, j'ai un nouveau client, il revient. Et puis au fur et à mesure, les gens commencent à prendre des boîtes. Et tout bête, par exemple, j'étais à une soirée d'ailleurs où tu étais présente, où tu étais présent, et un client nous parlait, bah moi j'étais en République Dominicaine, il y avait un cigare d'un monsieur, je sais plus ce que c'était, etc. C'était les cigares de Scander. Los Dueños. Voilà. Et un mois après, j'ai contacté Scander, un mois après il y avait les Ils cigares. étaient disponibles. Et aujourd'hui, cette personne-là, il prend 2 boîtes par mois. Bah voilà. Et voilà, et c'est comme ça que c'est fait au fur et à mesure, et bien entendu, les capes sont magnifiques, elles sont très bien tenues par Perrine qui gère ça. Quand on arrive visuellement, qu'une envie c'est de tout prendre quoi. C'est vrai. C'est très beau, et là elle a encore amélioré. Là. Ouais. Ah, elle a encore amélioré le côté affichage, c'est vraiment top ce qu'elle a fait. Et puis, ça fonctionne, au-delà des espérances de tout le monde. Déjà des miennes, ouais, et puis du patron Laurent. Et puis là, elle est arrivée, je lui dis bah maintenant c'est bien, tu as des références, une centaine de références en cigares, mais maintenant ce qu'il faudrait c'est que tu aies les accessoires avec. Et oui. Donc il avait un petit peu d'Adorini, il avait un petit peu des marques de premier prix qui se proposaient, et puis il est apparu la vitrine Dupont. Ouais, alors ça c'est super, parce que ça donne un certain côté prestige à l'établissement aussi. C'est clair. Par contre c'est pareil, Dupont, il faut avoir un certain stock. Et il faut savoir aussi qu'il y a une vitrine Dupont dans telle civette, c'est pas évident, ça prend du temps. Ça a pris aussi beaucoup de temps pour que les gens soient au courant de cette vitrine. Et dès que ça commence à se savoir, c'est les produits qui se vendent aussi. Qui se vendent, ouais. Donc aujourd'hui, oui, il a un espace qui est vraiment sympa, et avec lui, il ferait encore plus d'espace. Bon, aujourd'hui, il y a 2 caves qu'il faudrait gérer, il y a une vitrine d'accessoires, plus une autre avec les Dupont. Donc aujourd'hui, ça commence vraiment à avoir de la gueule, si je puis dire. Et puis aussi, il propose maintenant les magazines, les livres de cigares. Ouais, il a l'amateur de cigares, il a tout ça, parce que c'est vrai que, bon, moi quand je connaissais pas la civette, c'est pareil, on a envie d'acheter l'amateur de cigares, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, on appelle, on dit est-ce que vous l'avez, que je me déplace pas pour rien, parce que là c'est une civette qui est en centre-ville, hein, comme beaucoup de ce genre d'établissement. Et ça participe aussi, hein, le type qui appelle, il va prendre 2-3 cigares avec son magazine. C'est comme ça, exactement. Donc, est-ce que t'as terminé ton histoire ou pas ? En gros, simplement pour dire, on est beaucoup, hein, moi le premier, dire telle civette, franchement le patron il est pas cool, là les cigares, l'état des cigares, c'est vrai. Mais si vous avez la chance d'avoir en face de vous une personne qui est prête à vous écouter, c'est vrai que ces gens-là sont très pris par le boulot. Hein. Le mieux c'est d'envoyer un mail. Mais si jamais ils sont prêts à vous écouter, derrière, faut les aider, parce qu'au final, moi je vois aujourd'hui, en plus d'avoir créé une superbe amitié avec Laurent, aujourd'hui ce qu'il propose c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est une belle civette, moi aussi je veux plus que là. Alors là, t'es dit, toi, t'as fumé à peu près le premier tiers, disons. Premier tiers, oui. De ce Oliva série O, le module Taureau. Qu'est-ce que t'en penses jusque-là ? Fidèle à mes souvenirs. Ouais. C'est un des seuls cigares, c'est assez étonnant ce que je vais vous dire, qui m'a un peu transporté. Et c'est encore le cas. Alors, c'est sûr que tous ceux qui sont amateurs d'Oliva, c'est peut-être un des modules qui s'apprécie le moins du fait de sa légèreté. Ouais. Après, tout dépend du profil, encore une fois, du fumeur. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce cigare-là, c'est que le premier tiers, mais je le connais un petit peu, c'est qu'il y a vraiment des saveurs de champignons, de sous-bois, d'humus, tout en douceur. J'ai l'impression d'être en pleine forêt. C'est vraiment très très agréable. C'est un cigare assez automnal, alors finalement. Ouais, tu pourrais dire automnal. Ouais, tout à fait. Et je sais que toute fois que j'avais fumé, je l'ai refumé après à nouveau chez moi, et j'ai l'impression d'être en pleine forêt. Ouais. C'est assez incroyable. Il est très 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 bon. Ouais. Et moi de mon côté, alors ça se confirme, j'ai un cigare très rempli, la combustion est relativement lente là. Le temps que t'aies fait ton premier tiers, j'ai fait 2 cm, quelque chose comme ça. Oui. C'est un cigare qui est très bon. C'est très bon. Ah, je suis content. C'est boisé, et puis il y a la rétro-olfaction, j'ai des épices, mais pas comme on peut voir sur certains cigares du Nicaragua qui des fois sont vraiment dans les épices un peu trop forts là. C'est ça. Je pense à des marques comme le souvenir que j'en ai, Asylum ou Diesel par exemple. Là, on a des épices sur la rétro-olfaction, et j'ai aussi des petites notes de chocolat, de café, des trucs, donc c'est un cigare qui est pour moi, c'est typique du Nicaragua, la puissance pour l'instant est pas encore trop montée, mais vraiment une belle prestation, un bon cigare pour l'instant. D'accord. Peut-être ce qu'on peut redire, on l'a déjà dit l'épisode d'avant, mais c'est un tenant de civette. Sur chaque cigare, il fait 7,5% de marge. Ouais. 7,5% du prix que vous payez
il va au tenancier, si on peut dire. Ça veut dire que vous prenez un cigare à 10 balles, il a 75 centimes. Wow. D'accord ? Donc, évidemment, on a tous envie d'avoir des magnifiques caves et des walk-in humidors et tout ça. En France, c'est très très difficile. D'une part, il y a très peu de marge. D'autre part, les prix sont fixés au journal officiel. Donc, un cigare qui est à 10 € à un endroit, il sera à 10 € à tous les autres endroits en France, sauf s'il y a quelqu'un qui fraude. Mais ça les regarde. Donc, ça veut dire que si vous voulez qu'une civette se développe, si vous voulez qu'une civette propose plus de références et tout ça, ben il faut acheter là-bas, quoi. Il n'y a pas d'autre. Même si quelquefois c'est pas bien tenu, faites la démarche, comme Teddy l'a fait, d'aller voir les gens, de leur donner des conseils, peut-être s'ils sont ouverts, hein, tout le monde n'est pas ouvert évidemment, mais s'ils sont ouverts à tout ça, faites la démarche parce que d'abord vous pouvez vivre des aventures assez cool, Ouais, et puis ensuite ça peut aussi simplement faire prospérer l'affaire, quoi. exactement. Et aujourd'hui, moi, je suis content, je suis fier d'avoir fait ça pour Laurent. Et puis, bah, voilà, maintenant, il y a l'amitié qui se crée, c'est vraiment le petit plus, et c'est génial. Et puis, sinon, c'est vrai que par moment, je vais aider Laurent, Ouais. des fois à l'approche des fêtes, parce qu'il il a beaucoup de monde. Et je me suis rendu compte, je viens souvent le samedi matin, jusqu'en début d'après-midi, pour recevoir des clients et les conseiller. Et alors comment tu t'y prends ? Comment on fait ? Il y a un type qui arrive, ou quelquequefois quelqu'un de sa famille qui veut offrir un cigare, qui sait pas s'y prendre, sa femme, sa fille, son fils, peu importe. Comment tu t'y prends pour conseiller quelqu'un ? Est-ce que tu as une méthode particulière ? En fait, je suis quelqu'un de passionné. Et donc, je l'ai fait tout naturellement. Et là où c'était assez incroyable, c'est qu'il y a pas mal de clients du Napoléon qui demandent au patron, bah, il y aurait un quand Teddy, parce que je voudrais qu'il me conseille encore des cigares. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça c'est génial, je me dis, cool. Alors moi, quand quelqu'un arrive, que je connais pas du tout, c'est pas très compliqué, déjà je le laisse regarder. Bon, on n'est pas là pour sauter sur un client. Ouais, c'est pas camailleux. Ouais. Voilà, donc je lui dis, je vous laisse regarder. Et ensuite, je lui demande s'il veut que je l'aide. Alors, c'est tout le temps oui. C'est simple, c'est tout le temps oui. Et je demande déjà depuis combien de temps il fume. Pour moi, c'est un premier point important. Ensuite, quand j'ai demandé depuis combien de temps il fume, je Alors demande... pourquoi c'est important pour toi ? Bah, si je prends mon cas, Ouais. moi quand j'ai commencé, j'ai pas été conscient au départ, donc j'ai commencé à fumer des cigares comme le Melagno série V. Ouais. Du coup, j'allais être malade, parce que c'est des cigares beaucoup trop puissants pour moi. Et quand on me demandait qu'est-ce que j'en pense, je dis je l'aime pas. Mais c'est pas que je l'aimais pas, c'est qu'il était pas du tout approprié à ton palais à ce moment-là. Ah, exactement. Donc voilà, moi j'ai pris ma propre expérience. Donc la première chose que je demande, c'est depuis combien de temps vous fumez, et surtout combien de fois par jour, par mois, à quelle fréquence ? Eh oui, ça aussi c'est important, parce qu'une personne qui fume depuis 30 ans mais qui fume un cigare par mois, il faut aussi pouvoir s'adapter. Exactement. Ensuite, je lui demande quelles sont plutôt ses habitudes et ses modules, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus orienté vers cubain, vers du Nicaragua ou autre, et ensuite s'il a une préférence en termes de taille de module. De taille de cigare, ouais. Et en général, ces gens-là, naturellement, ils me donnent leur avis. Et par rapport à ces aimants-là, et par rapport aussi, il faut l'avouer, à mes préférences, évidemment, je suis obligé de les conseiller comme ça. Il n'y a pas de conseil qui soit complètement objectif. Voilà. Ouais. Et là, j'oriente, et il y a un avantage qui est super important dans les deux armoires du Napoléon, c'est qu'il y a écrit la puissance de chaque cigare, leur saveur, leurs arômes, la durée de dégustation. Ouais. Voilà. La durée de dégustation, je crois qu'on le répète jamais assez, mais c'est certainement le premier facteur quand il s'agit de choisir un cigare. C'est est-ce que j'ai 30 minutes, là il n'y a pas beaucoup de choix, mais 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures pour fumer un cigare. Quand on débute, souvent on retient pas ça, on voit le cigare, il est magnifique, il est grand, il est beau. Et puis on a envie, c'est ce qu'on a dit, on a envie de fumer des belles pièces, on a envie de fumer des cigares imposants. Il y a un peu cette idée quand même de paraître aussi, quoi. Voilà, on a envie d'avoir un gros cigare dans la main. Tout à fait. Et en fait, arrivé au moment présent, waouh, on peut pas le fumer. En tout cas, moi, c'était ça. C'est vrai qu'on a l'air plus imposant avec un cigare comme ce que j'ai aujourd'hui, là, un 6x60. Qu'un petit Corona. Ouais, ou même qu'un Fundadores, ou un Dalias. Les cigares qui sont longs, qui sont fins. Ça fait moins jaser, quoi. Il y a encore deux façons de fumer complètement différentes. Et voilà, c'est des façons différentes. Donc tout ça, je l'explique. T'as conseillé ça, et donc quelqu'un qui te dit, par exemple, j'ai fumé tel ou tel cigare, après comment tu l'orientes, toi, sur... Après, j'essaie de voir aussi s'il préfère des cigares déjà plutôt légers, doux, plutôt un peu plus de puissance, je demande tout le temps. Et ensuite, je demande aussi s'il y a des préférences d'arômes et de saveurs. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont préférer un cigare très boisé, assez corsé, quoi. Assez corsé. Et puis d'autres qui vont préférer un cigare un peu plus floral, plus léger, ou gourmand, ouais. Donc, et puis alors, par contre, je suis totalement transparent. Je dis pas Cuba direct. Non, bien sûr. Voilà. Je vois vraiment le profil que je du pense. Fumeur que t'as en face. Et après, j'oriente. Et à chaque fois qu'une personne a ses habitudes, je fais choisir un autre cigare. À chaque fois.
Et à chaque fois, il vient me revoir pour me dire j'ai adoré, je vais en fumer. Ouais, parce que c'est ça l'idée quand même de toute cette découverte-là, c'est de se dire dirigez-vous vers des modules qui vous plaisent, des choses que vous avez déjà fumées, mais dirigez-vous aussi vers des trucs que vous n'auriez jamais fumé, parce que si vous restez bloqué en disant je fume que du cubain, moi j'adore les cubains, je fume 75% de cubain, je pense. Là aujourd'hui, je fume un cigare du Nicaragua, bah ça me plaît quand même, quoi. Donc ça va vous permettre aussi d'étoffer vos goûts, quoi. Oui, et puis c'est vrai que faut dire ce qui est, c'est quand même dommage de s'arrêter à un terroir. Même si moi, encore une fois, tout le monde le sait, j'adore les cubains, il y a du très très bon à côté. Ouais, carrément. Voilà, donc c'est vrai que ça serait dommage. Alors moi j'ai un autre conseil aussi, si vous débutez, pour tout ce qui est puissance, vous savez pas, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais comment on sent la puissance d'un cigare ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, c'est vrai que c'est difficile à définir, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un cigare léger, qu'un cigare corsé, parce qu'il y a le goût de tabac, il y a plus ou moins de nicotine. Bon. Puis des fois c'est la puissance non pas de la saveur, mais de la fumée des fois. Aussi, ouais. Aussi. C'est pas évident. Donc moi j'ai une technique que j'utilise, et ça m'arrive quand je conseille des gens en civette aussi, c'est de dire, si vous êtes débutant, vous savez pas vraiment vers quoi vous dirigez. Est-ce que votre alcool de prédilection, si vous buvez de l'alcool, c'est plutôt la bière, le vin ou les alcools forts ? Alors si vous buvez de la bière, alors j'entends évidemment pas des gens qui boivent que de la Chimay bleue ou de la chouffe à 9 degrés, mais si vous buvez des bières, vous aimez, je sais pas quoi, les bières industrielles comme la Flagrim, mais si vous aimez aussi la cuvée des trolls, des bières un peu plus cool, dirigez-vous. Et que vous ne buvez pas de vin, ou vous ne buvez pas d'alcool fort, oui, dans le rhum, le whisky, ça j'en peux pas, c'est impossible pour moi. Dirigez-vous plutôt vers des cigares qui sont assez légers, vers des marques assez légères. Si ce que vous buvez c'est de la bière et du vin, mais pas du tout d'alcool fort, pas de digestif, plutôt des cigares de puissance moyenne. Et si vous adorez le whisky et tout ça, vous êtes un amateur de whisky, vous êtes un amateur de cognac, vous êtes un amateur de digestif en général, de rhum, de spiritueux, vous pouvez aller vers des cigares qui sont peut-être un peu plus forts. Donc par exemple, si je devais faire le truc sur les cubains, si on me disait, moi je bois que de la bière, un Hoyo de Monterrey, je bois de la bière et du vin, un Shotman, et puis je bois de la bière, du vin et j'adore les spiritueux, un Partagas quoi. Bon, on passe au deuxième segment de notre petite émission d'aujourd'hui, Teddy. On va vous lire une petite anecdote qui nous a été envoyée par un confrère qui en fait nous a donné l'idée. Exactement. C'est Pierre qui est du côté de Bordeaux, qui nous a donné l'idée de peut-être pouvoir avoir un segment où tout le monde puisse partager ses expériences et faire un peu de lien comme ça. On a trouvé ça super cool. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça permet de vous faire connaître entre vous. Ouais, effectivement. Et puis simplement aussi de sortir de cette image mystique du cigare là, et puis de finalement sortir du placard un peu, si on peut dire. Ça peut être des anecdotes émouvantes, ça peut être des anecdotes qui vont nous faire rire, des anecdotes assez surprenantes. Donc on est ouvert à toute proposition. Ah ouais, si vous avez des anecdotes et vous avez envie d'en parler, alors on n'est pas obligé de citer votre nom si vous en avez pas envie, hein. Et ben vous pouvez nous envoyer votre anecdote soit par message privé sur la page Facebook des Vieilles Branches. Tout à fait, c'est mieux. Soit éventuellement vous pouvez envoyer un message privé soit à moi soit à Teddy sur Facebook, ou bien encore il y a une adresse email hello@cigare-fourmi.com, vous pouvez envoyer là aussi, on recevra ça. Et puis si on en reçoit 250 000 d'ici la semaine prochaine, on va peut-être les trier un petit peu, mais bon, globalement on n'a pas trop de crainte de ce côté-là, donc Donc on va commencer avec une histoire qui est à la fois rigolote et à la fois triste, cette petite histoire là que Pierre il nous raconte. Un bel hommage. Et on sent que on comprend que c'est une histoire qui peut l'avoir vraiment ému lui, et qui fait vraiment la façon dont il apprécie le cigare aujourd'hui, et c'est par rapport à son grand-père. Alors Pierre nous raconte qu'il est en train, ou il a terminé je crois maintenant, de se construire un petit humidor perso, parce qu'il a deux passions en fait, le cigare et puis le travail du bois. Donc il commence en lui disant « C'est marrant ce que je suis en train de faire, ça correspond à la façon dont je suis arrivé au cigare grâce à mon grand-père. C'était un terrien. Il aimait les matières rustiques primaires, ses deux préférés étaient le bois et le tabac. J'ai commencé tout petit à bricoler avec ses outils d'ébéniste et de menuisier, avec toujours cette odeur de cigare dans l'atelier. » Ça pose le contexte. Puis vint l'âge de la tentation. 16 ans et demi. Il a commencé tôt, le gars Pierrot. Je lui ai volé un Partagas Lusitanias dans son humidor d'atelier, et je me suis mis à le fumer, en le singeant, en l'imitant dans la gestuelle et dans les paroles. Alors là, d'abord, le gars, il avait un humidor d'atelier, tu vois. Génial. Donc c'est déjà bien. Moi, j'aimerais bien avoir un humidor d'atelier. J'aimerais bien avoir un atelier tout court, en fait. Il adorait le joueur de foot nord-irlandais George Best, un beau gosse talentueux et provocateur. Mon grand-père s'appropriait ses citations et se les mettait à sa sauce.
Je fumais donc mon Lusitanias en prononçant ces quelques répliques. J'ai arrêté les femmes et le cigare, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Et une autre. J'ai une maison au bord de la mer, mais pour aller à la mer, il faut passer devant une civette. J'ai jamais vu la mer. Je m'amusais. Alors qu'en réalité, mon grand-père m'observait sans que je ne m'en rende compte depuis de longues minutes. Il ne me l'a avoué que très longtemps après, c'était le jour de mes 20 ans. Ce même jour où il m'offrit un cabinet de 50 Partagás Lusitanias de sa propre collection. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai 3 passions, le bois, les spiritueux et les cigares. Un beau témoignage, je trouve, un beau témoignage envers son grand-père, mais aussi une belle chance quand même, parce qu'un cabinet de 50 Partagás Lusitanias, on aimerait tous en avoir un. Ouais, magnifique. Alors qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Teddy, cette histoire ? Ça montre bien qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, des passions, ça se transmet. Et là, l'exemple de Pierre, il parle de lui-même. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vous aussi, avec d'autres témoignages, de nous faire part de vos anecdotes. Bah ouais. Alors est-ce que t'as une autre anecdote de ce genre-là, toi, à raconter, Teddy ? Ah, moi, c'est pas au niveau de la famille ? De la famille, non, que personne fumait le cigare. Non. Ah, moi non plus, j'ai personne qui fumait le cigare chez moi, malheureusement, j'ai pas cette chance, mais c'est vrai que c'est un beau témoignage. Merci Pierre de nous avoir partagé ça, et puis de l'avoir partagé avec la communauté en général. Alors Teddy, t'as fumé à peu près milieu de deuxième tiers là, quelque chose comme ça, quasiment fini le deuxième tiers. Ah ouais, j'ai quasiment fini le deuxième tiers. On est où là ? Ouais, je suis à la fin du deuxième tiers. Moi, c'est un cigare que j'aime vraiment. Par contre, alors c'est pas négatif pour moi, mais ça peut l'être pour certains. Un cigare qui est totalement linéaire. C'est-à-dire qu'on a les mêmes saveurs et arômes depuis le début. Ouais. Aucun changement, mais moi, ça me plaît ça. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment qu'un cigare est bon dès le départ, un cigare vous plaît dès le départ, s'il n'y a pas d'évolution, pourquoi pas ? Oui, s'il est bon, t'as pas eu le côté oh là là, j'aimerais bien que ça parte, puis ça part jamais. Ça a tout de suite été comme il faut, et puis une petite montée en puissance, même pas ? Aucune montée en puissance, et pourtant là j'arrive sur le dernier tiers, aucune montée en puissance, pas besoin de faire de dégazage. C'est très bon, encore une fois, du sous-bois, du humus, vraiment du champignon, c'est assez surprenant exprimer cette partie-là, mais vraiment, c'est bon, hein, c'est bon. Mais par contre, un fumeur expérimenté qui recherche une montée en puissance, je pense que si on demande à des aficionados qui sont assez amoureux de cette marque-là, je suppose que le Serio, il va pas vraiment. C'est pas forcément leur cigare préféré sur la marque. Quoi. Ouais, je pense. Ouais. Alors moi, par contre, je conseille ce cigare, éventuellement, comme nous, un débutant, en fin de matinée. En fin de matinée, ouais. Il est midi là, ouais. Ouais, pas besoin d'avoir mangé avant. C'est assez sympa. Puis c'est toujours bon d'avoir le palais. Moi, ce matin, à part un café, j'ai pas mangé. Ouais. Et c'est bien parce qu'on ressent vraiment les saveurs qui sont assez subtiles et puis comme c'est assez doux. On profite vraiment du cigare. Ouais, c'est bien. Moi, je suis milieu de deuxième tiers, j'ai presque fini le deuxième tiers. Pareil, assez linéaire. Par contre, c'est bon. Voilà. Superbe construction. Vraiment, là, j'ai tombé la cendre une fois et elle est tombée d'elle-même et j'ai pas du tout eu besoin ni de rallumer, quasiment pas de retoucher. Je suis maniaque de la combustion, j'ai retouché un petit bout qui s'en allait pas, mais j'ai vraiment une superbe combustion, une superbe construction. Et au niveau des saveurs, c'est resté sur cette espèce de boisé avec des épices sur la rétro-olfaction. J'ai un peu des notes de chocolat, de café, mais c'est pas non plus super présent, c'est si on y fait un peu attention. Une petite montée en puissance là, on y arrive là sur la fin du deuxième tiers. Et puis sinon, c'est vraiment un cigare recommandable quoi. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, si on rejoint tous les comptes rendus qu'on peut voir sur Oliva, personnellement, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des reproches ou des côtés un peu négatifs de ce cigare. Hein. Non, c'est vrai que j'ai jamais vu non plus. Moi, je suis un grand fan du série V Melanio aussi, surtout le format Robusto. Il paraît que le Lancero c'est le meilleur. Je l'ai pas goûté. On aura l'occasion d'ici demain de l'avoir. Voilà, il paraît qu'il arrive au Napoléon, donc je vais pouvoir aller voir ça. Après, voilà, une marque qui est quand même constante, je trouve. Hein, dans les retours qu'on en a, c'est une marque on peut la conseiller. Il y a vraiment aucun souci. Hein. Ouais, c'est le genre de marque qui me donne envie encore d'aller goûter le non cubain. Que je n'ai pas encore eu l'occasion. Ouais, c'est vrai que l'inconvénient du non cubain, des cigares du Nouveau Monde, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choix, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de marques qui nous viennent aussi avec une très très forte dimension marketing, avec des grosses bagues, ils en mettent plein la vue sur X et Y. Et puis la qualité est pas toujours au rendez-vous, ni en termes de construction, ni en termes de saveur. Bon, là, avec Oliva, visiblement, moi de mon expérience, c'est une valeur sûre, c'est une marque qu'on peut conseiller un peu les yeux fermés, il n'y a pas trop de soucis. Je te rejoins.
Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va finir ce cigare tranquillement, Teddy. Si vous avez des anecdotes à nous donner, eh ben, faites-le, quoi. On attend vos retours. On attend vos retours. On espère que ce format un peu spécial vous aura plu. En tout cas, nous, on a vraiment kiffé le tourner. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Alors, 2 semaines, là, ce sera l'épisode qui va tomber aux alentours du 31 janvier. Donc, ce sera peut-être soit un peu avant, soit un petit peu après. On sait pas. Mais en tout cas, on vous dit rendez-vous dans presque 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut! Salut! Merci d'avoir écouté ce 4e épisode des Vieilles Branches. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager, à mettre un pouce bleu, un commentaire, 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide de ouf. Si t'as une anecdote à nous envoyer, tu peux le faire sur la page Facebook des Vieilles Branches par message privé. On se retrouve juste avant le Nouvel An pour un 5e épisode des Vieilles Branches. Bonne fête!